Donc bienvenue dans cette vidéo. On va faire un rapide retour sur la surveillance des colonies. Donc il y aura des prises de vue sur les ruches de production et sur les mini plus. Et puis la grosse partie de cette vidéo, ça va être un gros point sur la gestion des ruches bourdonneuses et des colonies orphelines. Donc dans cette vidéo, je vous explique 2-3 points pour justement sauver ces colonies, avec différentes méthodes qu'on pourra appliquer, je pense, fin mars, quand on aura des températures un peu plus élevées et qu'on pourra enfin ouvrir les colonies et les visiter. Et je vous laisse voir tout ça en vidéo. Nous voilà de retour donc cet après-midi avec Julie. Donc il nous reste 2 ruchers avec des ruches de production. Et puis un rucher de mini plus aussi encore à contrôler pour les provisions. Donc là on va revoir vite fait comment je fais pour contrôler, parce que sur les 150 commentaires que vous m'avez laissés, j'ai eu un monsieur qui m'a reproché comme quoi j'ouvrais les ruches et que je visitais les ruches, qu'il fallait pas ouvrir les ruches et regarder les cadres. Sauf que je tire pas sur les cadres et on regarde pas l'intérieur des ruches pour le moment. Donc c'est trop tôt. Là on regarde un coup vite fait parce que il fait 18 degrés et que le temps le permet. Et je pense franchement que ça serait une erreur de ne pas aller contrôler les provisions, parce qu'il y en a toujours une ou deux dans le lot qui vont plus consommer que les autres et qui auront besoin de candy, alors que si on ne contrôle pas ça, on va les retrouver mortes d'ici fin mars. Donc c'est parti pour faire un petit tour pour contrôler les réserves sur les ruches. Donc on va vérifier les provisions sur celle-ci. Donc on fait juste un rapide coup d'œil pour vérifier s'il y a assez de provisions pour tenir jusqu'au moins la fin mars. Donc on va regarder les bourrelets de miel qui se trouvent justement sur l'arrière et sur les côtés de la colonie. Donc là on voit bien le miel, je vais en fumer un petit peu pour qu'on le voie mieux. On voit bien les bourrelets de miel qui sont là, et puis surtout l'arrière de la colonie. Donc ça dure 5 secondes, juste le temps de regarder, voir s'il y a cette provision, et si tout va bien, je referme. Donc en gros la visite elle dure grand maximum 10 secondes pour la colonie, donc elle n'a pas le temps de se refroidir, et on ne tire pas les cadres à cette époque-là de l'année pour refroidir le couvent. Voilà. On va faire celle d'à côté. Un petit coup de fumée pour voir justement les provisions. Et puis donc là aussi c'est pareil, c'est bien rempli en miel sur l'arrière. Donc la colonie ne fait pas de bruit. Donc tout va bien. Donc du coup on la referme et on les dérange pas plus. Voilà. Donc là on vient de finir le tour des ruches avec Julie. Donc on a vérifié les provisions, on a nourri à peu près une dizaine de colonies. Donc ça nous fait du 0,6% de perte pour le moment. Donc ça reste raisonnable. Après j'espère juste qu'il n'y aura pas une période de froid, parce qu'il faut qu'elle tienne quand même jusque fin mars. Et bon, pour l'instant les provisions sont satisfaisantes, mais là elles ont démarré quand même fort l'élevage avec les rentrées de pollen de noisetier. Et il va falloir surveiller sérieusement qu'elles ne meurent pas de faim d'ici ces quelques semaines. Voilà, donc on va partir sur un autre rucher pour vérifier les provisions sur les mini plus. Et c'est parti. Donc là on a fait le tour des mini et on a repéré une paire qui ont besoin d'être nourris. Donc là on a regardé l'état des provisions vite fait.
Là il y a, on voit il n'y a plus du tout de miel du tout sur le dessus des cadres. On voit vraiment que les cadres sont droits et il n'y a plus de miel apparent. Donc on va lui mettre un demi-pain de candy. Je vais faire la sortie. Généralement je le mets du côté de la sortie et on pose le pain de candy au-dessus des cadres comme ça. Et on retourne. On fait une craille dans le nourrisseur pour que celles qui sont dedans puissent redescendre dans la Mini Plus. Et je retourne le nourrisseur sur la Mini. Ensuite, on remet le toit et c'est nourri. Donc là, c'est pareil, celle-ci on vient de l'ouvrir. Et comme on avait vu dans la vidéo précédente, elle fait énormément de bruit aussi. Donc ça a l'air d'être une belle colonie, mais le souci c'est qu'elle fait pas mal de bruit. Donc en tirant le cadre comme ça, on peut voir que déjà il n'y a pas de couvain fermé du tout. Et elles font également le rappel sur les cadres, comme ça elles battent des ailes. Et il n'y a pas du tout de couvain fermé. On voit, elles marchent dans tous les sens. Là elles sont un peu paumées. Donc celle-ci c'est pareil, ce sera une colonie à secouer. Et donc ce que je disais, c'est que pour les Mini Plus, donc j'en ai perdu 7 sur l'ensemble. Donc c'est pas énorme. Et les 7 perdus, ce sont des colonies orphelines comme ça, mais donc qui se sont carrément dépeuplées et où il n'y a plus du tout de population à l'intérieur. Donc là on peut le revoir, hein. Elles sont perdues en fait, hein. Elles cherchent leur reine. Elles battent le rappel, mais bon, malheureusement il n'y a plus de reine à l'intérieur. Bon allez, c'est parti, on va voir le problème des orphelines et des bourdonneuses. Et ben, je vous laisse voir tout ça avec les petits dessins que je vous ai prévus. Le chapitre est un peu long, mais ça vaut la peine. Donc nous voilà de retour dans mon bureau et ben, je faisais le point justement sur les questions que vous m'aviez posées sur la dernière vidéo et elles ont été nombreuses. Je vois que ça vous intéresse de savoir ce que l'on peut faire d'une ruche orpheline. Donc mis à part de la secouer. Donc je vais répondre à vos questions. Donc j'avais justement la question de DJM qui me demandait jusqu'à quel moment peut-on réintroduire une reine sur une ruche orpheline. À partir de quel moment doit-on estimer que c'est trop tard? On va faire la distinction entre une ruche bourdonneuse et une ruche orpheline. Donc quand vous ouvrez une ruche bourdonneuse, donc généralement il n'y a plus que des vieilles abeilles, donc elle est déjà agressive, ça bouge beaucoup sur les cadres. Et sur les cadres, vous avez du couvain de mâle. Donc je vais vous mettre la photo ici ou ici, je ne sais pas exactement, sur YouTube. Donc en fait, vous avez du couvain qui est très en relief. Donc c'est du couvain de mâle qui a été pondu par une abeille. Et donc dans ce cas précis, si vous n'avez plus que du couvain de mâle dans votre colonie, c'est qu'il y a des abeilles vraiment trop vieilles et donc on ne peut plus rajouter de reines fécondées à l'intérieur ni de reines vierges. Là on court à la catastrophe. Elles vont tuer la reine parce que justement il n'y a plus assez de jeunes abeilles pour prendre en charge cette reine. Et puis en plus de ça, la population a vraiment régressé. Donc c'est l'échec assuré. Dans ce cas-là, on secoue les cadres. Donc ça faudra que je vous le montre dans une prochaine vidéo hein, quand il fera un peu plus chaud. Donc dans ce cas précis, si vous voulez secouer la ruche et la récupérer, il faut sortir tous les cadres un par un, les mettre à côté de la ruche, retirer la ruche qui est à son emplacement, taper les abeilles qui sont dans la ruche par terre. Généralement je le fais devant la ruche ou un peu plus loin, mais la distance ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite les cadres un par un, il faut les prendre. On va imaginer que ça c'est notre cadre.
Vous prenez votre cadre, les cadres un par un et devant le portoir, vous tapez les cadres comme ça pour que les abeilles tombent par terre. Et donc après, elles vont aller se redispatcher dans les colonies d'à côté. Après, s'il y a une abeille pondeuse sur ce cadre-là, généralement elle est trop lourde, elle est par terre et elle ne remonte pas dans les colonies à côté. Donc voilà, donc ça c'était le cas de la colonie bourdonneuse. Donc vous l'ouvrez, il y a du couvain de mâle, les abeilles sont agressives et généralement la population elle n'est pas énorme. Donc la seule solution c'est de secouer et récupérer la ruche. On peut aussi avoir un deuxième cas pour les ruches bourdonneuses, c'est le cas où la reine arrive en fin de vie et donc sa spermathèque est vide et elle ne pond plus que des œufs de mâle. Donc à ce moment-là vous avez une petite population aussi qui est calme et qui entoure la reine fécondée. Mais bon, la pauvre reine, elle est au bout de sa vie, donc dans ce cas-là, c'est pareil, il faut secouer aussi les cadres. On ne peut plus se permettre de récupérer une ruche pareille. En plus de ça, réintroduire une jeune reine fécondée dessus, ce sera cela à traîner tout le restant de la saison. Donc là, on secoue les cadres, on tue la vieille reine et on renettoie la ruche et on repart à zéro. Ensuite, on arrive à notre ruche orpheline. Donc là, je suis en train de regarder justement les commentaires que vous avez laissés et donc j'avais une question qui était quand même assez intéressante de Laxa qui me disait justement qu'il avait une petite question à ce sujet-là et il me demande comment peut-on sauver une ruche bourdonneuse orpheline. Donc, une ruche bourdonneuse orpheline. Donc si elle est bourdonneuse, elle est forcément orpheline, mais il faut distinguer quand même deux cas de figure. Donc on va voir là dans la suite de la vidéo. Donc on arrive à notre second cas de figure où la ruche est orpheline. Donc dans ce cas-là, moi je marche beaucoup au bruit des abeilles. Donc si vous ouvrez votre colonie et que vous voyez que les abeilles sont cool, elles sont toutes calmes, bien occupées, chacun sa fonction, il n'y a pas de bruissement, elle ne fait pas de bruit, c'est que la colonie va bien et dans ce cas-là, on la laisse tranquille. Ensuite, à cette époque de l'année, donc comme vous voyez, je les ouvre rapidos, ça dure entre 5 et 10 secondes, je contrôle les provisions. Et puis surtout j'écoute si la colonie fait du bruit. Donc dans le cas d'une ruche orpheline, ça va vite, enfin on va vite entendre le bruit. Quand vous allez donner le petit coup de fumée pour prévenir, elles vont tout de suite bruisser, faire beaucoup de bruit, être vite très désorganisées et courir sur la tête des cadres. Et généralement, dans le pire des cas, elle vous saute au visage. donc dans ce cas-là, c'est que la colonie est orpheline, elle n'a plus de reine, donc c'est pour ça que les abeilles sont paniquées. Elles cherchent leur reine et justement, comme la reine est morte, ça désorganise toute la colonie, elles sont complètement paumées. Donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, enfin moi personnellement, je secoue les colonies parce que j'ai des essaims hivernés en réserve au cas où j'ai des orphelines au printemps. Donc moi je secoue, comme je vous ai expliqué pour la bourdonneuse, je secoue les cadres, les abeilles se redispatchent dans les ruches d'à côté. Et dans un autre cas, donc ce qu'on peut faire, si on veut pas secouer la colonie, mais bon, il est encore un peu tôt pour l'époque de l'année pour faire ça. Généralement, quand je le faisais fin mars. Donc on a notre ruche orpheline, on imagine qu'on est fin mars, il fait beau, il fait chaud, on peut ouvrir les ruches. Donc on va contrôler bien comme il faut les cadres un par un pour voir s'il n'y a pas une reine vierge à l'intérieur. On imagine qu'il n'y a pas de reine vierge, que la population est assez suffisante pour la réunir avec une colonie de production dont la reine pond et où tout va bien. Donc dans ce cas-là, je vais vous faire un joli dessin. Vous allez voir, je suis super forte en dessin. En art plastique, j'avais des super notes au collège.
Et donc, je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer la manip à faire. Donc voilà, on se retrouve devant une belle feuille blanche où je vais vous expliquer donc le cas de la colonie orpheline. Donc, vous avez ici, vous avez votre colonie qui est orpheline. Donc, c'est le cas où il n'y a pas du tout de reine vierge. Donc, pas de reine vierge, vous avez que des abeilles. Mais dans ce cas-là, il va falloir... la chose qui va avoir de l'importance, c'est la quantité d'abeilles qui reste à l'intérieur de votre ruche. Si vous avez plus qu'une poignée, voire 2 poignées d'abeilles, là, dans ce cas précis, c'est foutu. Faudra secouer la colonie et donc on ne pourra plus faire quoi que ce soit avec parce que, comme je vous disais, la colonie est trop petite. Les abeilles vont avoir froid, la reine va pouvoir pondre, mais elle va vous pondre des toutes petites plaques de couvain parce que les abeilles seront incapables de chauffer le reste de couvain que la reine peut pondre. Donc, on se retrouve ici avec une ruche orpheline, pas de reine vierge et avec une population suffisante. C'est-à-dire, pour moi, une population suffisante, ce serait que les abeilles occupent au minimum 6 cadres de couvain. Donc, on imagine, donc moi, je récupère ces ruches-là s'il y a si elles occupent au minimum 6 cadres de couvain et au-delà. Donc, cette colonie-là, on l'a ouverte, on a vérifié tous les cadres, il n'y a pas de reine vierge. À côté, vous avez une ruche de production. Et à l'intérieur, vous avez une reine fécondée qui pond. Donc ici, dans ce cas précis, dans cette colonie, tout va bien. Ce que l'on va faire, c'est que cette colonie-là, on va la mettre au-dessus de celle-ci. Et on va on va prendre notre ruche, on va retirer le plancher de la ruche et on va la placer au-dessus. Sur la ruche orpheline, on va mettre un papier journal. On va faire une légère fente dans le milieu du papier journal pour que les abeilles orphelines remontent dans la ruche de production. Alors, une fois que vous avez installé votre ruche de production où tout va bien, vous l'avez installée au-dessus de votre ruche orpheline, que vous avez placé votre papier journal au-dessus et fait votre petit trou, vous allez redéplacer votre ruche orpheline, donc vous la faites glisser comme ça sur le portoir et vous la mettez à la place de la ruche de production. Comme ceci, les butineuses de la ruche de production ne seront pas paumées à chercher où est leur ruche. Et donc, dans ce cas précis, moi généralement je revenais au bout de 10-15 jours. Les abeilles d'ici ont remonté dans votre ruche de production. Donc votre ruche de production, elle est ici, avec votre reine. Les abeilles d'ici qui étaient orphelines vont sentir la présence de la reine, donc elles vont remonter. Et avec le papier journal, elles vont se réunir tranquillos, sans trop qu'il y ait de bagarre, étant donné que cette colonie-là ne connaît pas les abeilles de celle-ci. Voilà. Donc je reviens entre 10 et 15 jours après pour constater que généralement le papier journal il a disparu. Elles l'ont désagrégé et elles l'ont sorti. Et ensuite, généralement ce corps-là s'est vidé de ses abeilles, tout le monde est remonté là-haut. Donc vous pouvez récupérer votre corps de ruche. Bon, il va rester certainement des abeilles dedans, donc vous les secouez un peu et donc elles vont se remettre dans la colonie de production qui est au-dessus. Donc 10-15 jours plus tard,
vous retirez la ruche du dessous. Donc vous redescendez celle-ci sur le plancher de celle-ci. Et puis le tour est joué, donc vous n'avez pas perdu vos abeilles. Tout le monde est réuni et on a pu profiter du plus gros de la population là et la remettre dans cette ruche là sans perturber les abeilles. Dans le second cas de figure, vous avez votre ruche orpheline et vous constatez que vous avez une reine vierge dans la ruche orpheline. Bon, on est fin mars, la reine vierge, elle est dedans déjà depuis un moment, donc pas de possibilité pour elle d'être fécondée. Ça fait déjà bien trop longtemps qu'elle aurait dû faire son vol nuptial, donc on décide, vous voyez votre reine vierge, on décide de la tuer, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité. Jamais elle se mettra à pondre celle-ci, donc on refait la même manip. Vous avez votre ruche orpheline, vous venez de tuer votre reine vierge, vous avez une ruche de production à côté. Bon, on va pas prendre la meilleure des ruches de production non plus, hein. Le tout c'est de regrouper une colonie pour faire une colonie moyenne, hein. On va pas prendre la plus forte pour remettre des abeilles en plus dedans, donc ça sert à rien. Donc on va retirer le plancher de notre ruche de production avec la reine fécondée, remettre cette ruche de production au-dessus de la ruche orpheline, séparée par un papier journal, le petit trou dans le papier journal, on laisse mijoter tout ça 10 à 15 jours, 10-15 jours plus tard on revient, la population de la ruche orpheline est remontée dans la ruche de production, et puis on n'a plus qu'à reprendre notre ruche de production, la remettre sur le plancher de la ruche orpheline, récupérer le corps de la ruche orpheline, et le tour est joué. Voilà, donc on va voir le troisième cas de figure, celui que je faisais il y a quelques années. Je vais vous montrer avec une mini plus. Donc avec la mini plus, donc ce que je faisais, je repère mes ruches orphelines, donc elles sont sur les portoirs généralement. Elles sont de travers pour les repérer, pour avoir un repère visuel pour qu'on aille plus vite lors de la visite. Ma ruche orpheline est là, donc on est fin mars, on va dire qu'il fait beau, qu'on peut tirer les cadres pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. La population est encore assez conséquente, donc c'est-à-dire un minimum de 6 cadres de couvain. Quand je dis 6 cadres de couvain, il n'y a plus de couvain dans votre ruche orpheline, hein. Mais on va dire que la population tient au minimum sur 6 cadres. En dessous, c'est pas la peine de réunir, ça sera trop long pour qu'elle se retape pour la saison. Donc, on a notre ruche orpheline, on a ouvert, on a constaté qu'il n'y a pas de reine vierge. Donc, là c'est le top. On peut travailler sur cette ruche tranquillement. Donc j'ai ma ruche orpheline, je vais vous refaire le dessin à côté. La ruche orpheline est ici. Donc vous oubliez ça. J'ai une mini plus que j'ai hivernée à l'automne dernier et qui possède à l'intérieur une reine fécondée. Cette mini plus là, je vais la réunir avec ma ruche orpheline. Donc, comment je procède? C'est exactement pareil qu'avec la ruche de production. On imagine que celle-ci, c'est la ruche de production, et là, on a notre ruche orpheline. Donc, je mets un papier journal au-dessus de ma ruche orpheline. Je fais mon petit trou dans mon papier journal, je retire le plancher de ma mini plus, et je mets ma mini plus au-dessus du trou du papier journal, au-dessus de la ruche orpheline. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais on ne peut pas refermer la ruche. C'est exact, je vois que vous suivez. Donc,
ce que je faisais à cette époque-ci, c'est que je plaçais une housse vide, sans câble, au-dessus de ma ruche orpheline. Donc la Mini Plus est là, dans ma housse. Donc la Mini, avec la reine fécondée à l'intérieur. Et par-dessus, je mettais un nourrisseur en bois retourné pour rattraper la hauteur de ma Mini Plus qui dépasse un peu de ma housse. Voilà. Je mettais, bon, je remets l'isoruche, le coussin et le toit par-dessus. Voilà. Et là, je les laissais entre 8-10 jours pour que tout ce monde-là se réunisse. Et ensuite, je repasse au bout de 10 jours pour constater que ma reine fécondée est bien redescendue dans le corps de ruche et qu'on a déjà du couvain fermé, entre 10 et 15 jours, hein, on va dire. On a déjà du couvain fermé et que donc la colonie est de nouveau avec une reine fécondée. Tout le monde s'est réuni. Donc, au bout de 10 à 15 jours, ma Mini Plus, je vais la retirer. Vous allez me dire, oui, mais dans la Mini Plus, il y a du couvain. C'est exact. Donc, cette Mini Plus là, je vais la retirer. Donc, il reste quelques abeilles dedans. Hein. Bon, là, il faut quand même vérifier que la reine fécondée n'est pas retournée quand même faire un petit tour dans la Mini Plus. Hein. Parce que si vous la retirez, elle va redevenir obligatoirement orpheline. Donc, on constate que la reine fécondée est bien redescendue en dessous. La Mini Plus qui n'a plus de reine fécondée, je la retire. Donc, cette Mini Plus là, qui est maintenant orpheline, je vais la remettre en dessous d'une Mini Plus qui est en ponte. Pour pas perdre justement le couvain d'abeilles qui reste à l'intérieur. Donc là, je fais le même système. Je mets un papier journal avec un petit trou. La colonie orpheline, je la place en dessous. Et la colonie avec la reine fécondée, je la place au-dessus. Alors vous allez me dire pourquoi on ne fait pas l'inverse. Alors je vous explique pourquoi. La reine fécondée, généralement, elle reste à l'étage. Elle est gardée, enfin, on va dire, oui, elle est gardée, enfin les abeilles, ses propres abeilles en prennent soin. Les butineuses qui sont là redescendent et sortent butiner à l'extérieur. Si je fais l'inverse, que je mets mon orpheline au-dessus et ma reine fécondée en dessous, les abeilles d'ici qui ne connaissent pas la reine du dessous, pour pouvoir sortir et aller butiner, elles vont passer obligatoirement dans la Mini Plus avec la reine fécondée. Je pense que c'est plus une menace pour la reine fécondée de croiser des abeilles comme ça en va-et-vient. Je pense que ça craint plus pour sa vie en faisant comme ça qu'en faisant ainsi. Là, à la limite, elle est séparée par le papier journal, elle est en sécurité au-dessus. Les abeilles d'ici, si elles veulent butiner, elles sortent tranquillos. Les siennes, si elles veulent sortir, elles sortent tranquilles par ici aussi. Il n'y a pas de mouvement de va-et-vient au-dessus. Et je pense que c'est plus sécurisant pour la reine fécondée de la mettre au-dessus. Voilà, donc c'était mon troisième cas de figure. J'espère que le dessin vous a aidé. Et puis si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'essaierai volontiers de vous réexpliquer comment faire et les différentes manipulations à exécuter. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au sujet des ruches bourdonneuses et des ruches orphelines. Je sais que ça a été un petit peu long pour vous expliquer tout ça, mais je pense qu'il fallait revenir un peu sur les différentes méthodes pour sauver ces populations-là. Donc moi, comme je vous disais, je ne fais plus ça parce que j'ai des essaims en réserve pour le printemps. Donc au cas où justement j'ai ces ruches orphelines. Donc moi, les abeilles ne sont pas récupérées, elles sont récupérées par les ruches d'à côté. Et donc ça me permet de refaire le tri dans tous mes cadres
et puis de repartir sur des cires neuves pour mes dessins hivernés. Voilà, donc je vous laisse finir la vidéo. Donc j'ai fait une petite prise de vue sur les noisetiers, sur les 2 fleurs qu'il y a sur les noisetiers, parce que apparemment tout le monde n'est pas au courant que le noisetier possède 2 fleurs, une jaune et une rouge. Donc je vous laisse regarder ça. Et puis aussi une petite prise de vue sur les saules, donc qui commencent tout juste à fleurir chez nous. Donc c'est quand même hyper précoce cette année. Le plus tôt que j'ai vu, c'était le 5 mars. Là on est quand même le 27 février, donc c'est quand même super tôt. J'espère juste qu'on ne va pas avoir un mois de mars pluvieux et froid, pour que les colonies justement puissent continuer à se développer et qu'elles arrivent à trouver du nectar pour se développer et aussi pour se nourrir. Voilà, je vous laisse voir tout ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là ce sont les noisetiers en fin de floraison. Donc les chatons jaunes, ce sont les fleurs mâles. Et sur les noisetiers, si on observe bien les branches, on a des toutes petites fleurs rouges ici, donc c'est la fleur femelle. Donc 27 février 2019 et les saules sont en fleurs.